Maintenant que notre grille typographique a été planifiée, nous sommes rendus à préparer notre dossier pour la conception de notre revue en format InDesign. Il est important de tout rassembler sous un dossier. Comme ici, si vous voyez, j'ai fait l'homme urbain, un dossier que j'ouvre et qui contient les polices que j'ai téléchargées, les polices que j'utiliserai dans ma mise en page. Ça serait important de structurer le reste. Comme ici, je vais faire un dossier pour mes polices. Police. Et je les déplace à l'intérieur. Par la suite, ça nous prendra un dossier pour les images. Donc, je vais faire différent de mes notes de cours. Images. Et à l'intérieur, je pourrais mettre les images que j'aurais téléchargées, les images de haute qualité, et mes montages Photoshop. Donc, je vais faire un sous-dossier Photoshop. Et on verra que plus tard, à l'intérieur, j'aurai des photos en format RVB et CMJN. Donc, je fais un dossier pour RVB et un autre dossier pour CMJN. Voilà mon dossier complété. Quand je commencerai mon InDesign, il faudra que j'enregistre directement dans mon dossier de projet, soit l'homme urbain. Maintenant que notre dossier est prêt, il reste à créer le nouveau document. On a déjà une grille typographique avec des mesures trouvées. Donc, dans InDesign, d'abord, il faudrait peut-être vérifier les préférences. Donc, ça, on ne les voit pas en ce moment, mais c'est dans Édition, Préférences, Unité et Incrément. Je vais juste vérifier si je suis en pouces ou en points. Donc, si je déplace ça ici, je vais demander d'être en points pour la règle horizontale et verticale. Je clique sur OK. Je crée un nouveau document, fichier nouveau, document. Et voici, j'ai mes mesures en points. Je peux toujours, sachez que vous pouvez taper vos mesures en pouces ou si je suis configuré en pouces en ce moment, je peux taper mes unités de largeur et hauteur en précisant PT pour point. InDesign va le convertir automatiquement. Donc ici, je vérifie, là j'avais déjà mes paramètres depuis la dernière fois. On va essayer de changer ça. Donc par défaut, vous devriez être en A4 qui est un format français. Voici comment tout changer à partir de maintenant. Oui, on veut un 8 pages. Je veux que mes pages soient en vis-à-vis. Le format de page, par contre, ne sera pas du A4, mais ça va changer dès que je vais modifier la largeur et hauteur. Donc, selon ma grille typographique calculée à la main, la largeur est de 572,4 points. Donc, si vous êtes en pouces, il s'agit de taper le PT pour point. Ensuite, la hauteur 680,4. Faut faire attention de ne pas taper des points, mais vraiment des virgules. 4. 680,4, c'est bien ça. Mon nombre de colonnes est bien de 3. Ma gouttière, c'est une valeur d'interligne, donc de 10.8. Ensuite, il se peut que vous n'ayez pas toutes les options, donc ça serait important d'afficher plus d'options. Alors, marge de tête et de pied, 64,8, 64,8. Le petit fond de 43,2 et le grand fond de 108 points. Notez que pour le fond perdu, donc le 0,125 pouces en points, ça représente 9 points, justement. On s'assure que tout est coché, donc c'est coché pour que la marge de tête de pied, petit fond et grand fond soient toutes de même largeur. Donc ici, pour la preuve, si j'écris 0,125 pouces et que je change de champ, remarquez que le point 125 pouces équivaut à 9 points. Il a été converti. Si vous avez des soucis aussi pour changer les marges, qu'elles soient différentes, n'oubliez pas de décocher cette chaîne-là ici. Donc, je clique sur OK. Si jamais j'avais fait une erreur, c'est simple, j'ai deux endroits où aller chercher. Donc, fichier. Je peux aller changer format de document. À ce moment, je retrouve ma largeur, ma hauteur, mes pages en vis-à-vis, mon nombre de pages. Tandis que si je veux changer les marges, il s'agit d'aller dans Page, Marge et colonne. Donc, je peux changer les marges, colonnes et gouttières. Avant de poursuivre, ce serait important de sauvegarder. Donc, je vais faire Fichier, enregistrer sous.
Je m'assure d'être dans mon dossier. Donc, l'homme urbain. Dans le dossier que j'ai créé tout à l'heure, vous vous rappelez que j'avais fait un dossier images et police. Donc, je le nomme l'homme-urbain enregistré. Je peux voir qu'il est enregistré puisque le nom ici n'a pas d'astérix. Dès que je fais une petite modification non sauvegardée, une astérix va apparaître dans l'onglet. Donc, pour la suite, il s'agit d'aller travailler la grille typographique. Donc, la grille, c'est-à-dire d'afficher mon lignage ou ma grille de ligne de base plutôt. Il s'agira d'aller dans les préférences, donc édition, préférences, vous ne voyez pas en ce moment, mais je m'en vais dans grille. Donc, grille, je m'assure d'avoir un début à 0 point, d'être relatif au haut de la page et dont le pas va être d'une valeur d'interligne. Donc, mon fameux 10,8 points dans mon cas en ce moment. Vous, ça sera peut-être une autre valeur, mais pour l'homme urbain, puisque j'étais en 9 points, 120% de 9 points donne 10,8. Alors, c'est mon interlignage. 10,8. OK. Il se passe rien pour l'instant pour deux choses. D'abord, il faut afficher la grille de ligne de base. Donc, affichage, grille, afficher la grille de ligne de base. Ça ne marche pas, ben ça fonctionne. Sauf que faut que j'aille au moins un zoom à 100%. Donc, tant qu'à faire, je vais aller me déplacer en page 2 et 3. Je double-clique et je vais zoomer, CTRL+. Ah, voilà. Et là, je vois ma grille de ligne de base. Je peux remarquer que ma grille est parfaite puisque, voyez-vous, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 interlignes juste pour aller au début de chaque colonne. Et si je descends vers le bas, ça arrive aussi juste. Donc, si j'avais fait des erreurs dans ma grille, il se peut que les colonnes commencent entre deux interlignes, ce qui serait pas bon. Ma grille de ligne de base est affichée. Il reste à gérer mes calques. Donc, les calques ici, comme vous l'avez appris, les calques sont des superpositions d'éléments pour faire un montage. Donc, sur cet étage-là, donc le calque par défaut, calque 1, je vais double-cliquer pour le renommer texte. Afin d'avoir mes textes à part, mes photos, mes images d'arrière-plan sur différents étages de mon montage, je vais créer d'autres calques. Donc, je vais avoir besoin de 4 calques supplémentaires. 1, 2, 3, 4. Je les crée grâce à cette icône en bas. Puis, je vais les renommer. Celui d'en haut, donc du premier plan, celui qui sera par-dessus tout le monde, va s'appeler repère. Ensuite de ça, mes photos. Par la suite, trame de fond. Et le dernier, image d'arrière-plan. L'ordre de superposition est très important. D'ailleurs, il faudrait que mon texte soit juste en dessous des photos. Donc, tout ce qui est repère, qu'on est replacé, c'est des guides pour m'aider à positionner mes éléments. Ils vont être par-dessus tout. Donc, plus c'est haut dans la liste des calques, plus c'est devant ou près de vos yeux. Ensuite, juste en dessous des repères, nous aurons les photos d'articles. Nous aurons en dessous les textes. En dessous des textes, il y aura des trames de fond, donc les rectangles colorés. Et puis, pour terminer, les images d'arrière-plan, comme une photo ou vos photos d'ailleurs, ou photomontage de pages 1 et 8 de couverture, seraient des images d'arrière-plan. Ou parfois, on a des photos qui sont derrière le texte, ça ira aussi dans images d'arrière-plan. Comme je vous le conseille, on devrait verrouiller tous les calques, comme ceci. Voyez-vous, j'ai maintenu enfoncé dans la deuxième colonne des calques. Je maintiens enfoncé et je glisse vers le bas. Donc ça va vous aider de faire éviter plutôt de faire des erreurs. Donc, si par exemple je travaille que le texte, je vais m'assurer que texte est déverrouillé et activé. Le reste va être verrouillé, comme ça m'empêche de mettre du texte dans le calque photo. Nous voici maintenant en train de positionner les subdivisions, donc des repères de subdivision. Par contre,
on n'aura pas le choix d'apprendre un certain concept dès maintenant. Il s'agit des gabarits. C'est comme dans les masques dans PowerPoint, c'est-à-dire dans la palette des pages. Si je défile un peu vers le bas, je vois qu'il y a un gabarit. Le gabarit A, c'est comme vos maquettes que vous avez faites. Donc le gabarit A, si on regarde dans les pages, on voit qu'il s'applique à toutes les pages. Donc le gabarit A est appliqué aux pages 1 à 8. Chose très importante, là on va entrer dans les gabarits parce que c'est à cet endroit-là qu'on voudrait placer les repères de subdivision afin de les voir à toutes les pages. Donc c'est très important de double-cliquer sur A gabarit, 2 clics. Puis si vous regardez en bas pour avoir la certitude que vous êtes à l'intérieur, vous allez voir dans la barre des temps, c'est écrit A gabarit. Alors, je me positionne. Puis peut-être juste pour vous prouver que si je place quelque chose dans le gabarit, comme ici en ce moment, je vais tracer un rectangle. Si je le trace ici, je vais appliquer même des couleurs, ça serait peut-être plus pratique. Voilà. Je vais me positionner un peu au centre. Remarquez, je suis dans mon A gabarit et le carré noir que je viens de tracer s'applique à toutes mes pages. Donc le but ici étant de placer des repères. Alors je vais tout de suite verrouiller le repère de texte, déverrouiller le repère ou le calque repère plutôt, et peut-être même repositionner ma palette des calques, comme ça elle est ancrée. Et voilà. Donc comme dans vos notes de cours, puis vous pouvez suivre l'exercice aussi dans l'exercice 2B, je vais reprendre les dimensions, c'est-à-dire les hauteurs de subdivision. Donc je vais placer mon premier repère, voyez-vous, je pique dans ma règle, je peux glisser dans la page, je vais avoir un repère sur une page, mais si je le dépose dans le fond perdu à l'extérieur, remarquez que c'est une double page. Donc je place le premier, oh, on ne le voit pas, voilà, je place le premier à la hauteur de mes colonnes, et après ça, il faut calculer le HS. Donc si je clique sur ce repère-là, c'est écrit 64,8 qui est bien ma marge de tête, et là, il faut additionner, si je me souviens bien, je vais revenir dans mes notes. Bref, on additionne un HS. Donc 64,8 plus la hauteur de subdivision me donne 194,4. Donc je le déplace. Je le dépose même dans le fond perdu, puis encore mieux, dans le panneau de contrôle en haut. Je suis capable de taper la vraie mesure précise, 194,4, et il va aller se positionner au bon endroit. Avec les hauteurs de subdivision, il faut laisser une gouttière, puis après ça, on additionne un autre HS. Je viens de vérifier mes calculs, mes dimensions, donc je vois qu'avec mon résumé, à la page 54, mon HS, excusez-moi, à la page 52 plutôt, mon HS est de 129,6. Donc, 129,6, voyez-vous, celui-là est à 205,2. Donc, si je prends ma calculatrice, là, un instant. Alors, on a 205,2 plus mon HS, donc plus 129,6. C'est bien ça, oui. Enter. Ça me donne 334,8. Donc, vous pouvez retrouver ces mesures-là en calculant le HS tout le temps. Donc là, j'ai mis mon repère, je revérifie. Je vérifie ma mesure. Donc, 334,8, 334,8. Et voilà, j'arrive pile sur une ligne de grille de base. Donc là, je vais arrêter la vidéo et placer tous mes repères. Et voilà, tous mes repères sont placés. Et en passant un petit truc, si vous voulez, comme par exemple celui-là, là, quand je veux, en déplaçant un repère, le positionner exactement sur une grille, il existe le magnétisme que je peux aller chercher dans Affichage, Grille, Magnétisme de la grille. À ce moment-là, quand je vais déplacer, voyez-vous, ça tend à s'accrocher sur la grille. Voilà. Je vérifie 205. Ah, effectivement. Et c'est pas accroché correctement, donc je vérifie avec mes calculs, c'est plus sage. 205,2, 205,2, Enter, voilà. Bon, bref. Alors,
on peut voir en ce moment, si je m'éloigne, que j'ai des repères double page en ce moment dans mon gabarit A. Et ce gabarit A-là s'applique à toutes mes pages. Donc, si je double-clique pour visiter mes différentes pages, je m'aperçois que mes repères ont été placés partout en même temps, ce qui est très pratique. Okay. Puisqu'on n'est pas rendu encore à prendre les gabarits, on a quand même fait une petite manipulation. On poursuivra à l'intérieur dans la prochaine section. Pour l'instant, je vous dirais, ce serait bien, tant qu'à faire, de le renommer ce gabarit-là. Donc, si on fait le bouton droit sur le gabarit dans la palette des pages, on peut aller dans Options de gabarit pour A gabarit. Puis, tant qu'à faire, on va l'appeler grille typographique, qui est le résultat concret de ce qu'on a planifié dans la dernière capsule. Je vais vous montrer un petit truc que j'ai appris à l'université qui est fort intéressant. Regardez, il me reste encore un repère à positionner. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 repères verticaux. Il m'en manque un dernier. Donc, je vois qu'en le sélectionnant, les propriétés me disent qu'il était à 43,4. Donc, je vais positionner un repère. Je vais écrire 43,4. Et voyez-vous que je suis capable de faire un calcul plus 10,8 qui est ma VI. Et il positionne automatiquement au bon endroit. Donc, ça pourrait accélérer votre travail. Voici un autre truc intéressant pour reproduire les repères verticaux, mais sur l'autre page, sur la page impaire. Donc, InDesign est le seul ou un des rares logiciels où on peut sélectionner directement les repères. Voyez-vous, si je clique ici pour désélectionner tout, donc je clique dans le vide, je pique et glisse pour faire un rectangle de sélection. Remarquez que les repères sont sélectionnés. Je vais faire CTRL-C ou bouton droit copier ou encore édition copier, ça revient au même. Puis regardez, je vais me positionner à droite et CTRL-V ou édition coller. Bon, j'ai l'impression qu'ils ont été laissés de l'autre côté. Ils ont été collés exactement par-dessus. Regardez la preuve. Donc, je me déplace comme ceci. Et dans la page de droite, on avait besoin seulement de 4 repères. Donc, celui-là, le premier, je vais le positionner à la limite du papier. Donc, je m'assure. Parfait. Donc, voyez-vous, j'ai mes 4 repères verticaux. Donc, on est correct. Et voilà. Parfait. Nous sommes rendus à placer maintenant nos espaces réservés. Donc, les espaces réservés à l'entête, par exemple. Alors, c'est des éléments texte. Je vais verrouiller les repères. Je déverrouille les textes. Je me positionne dessus pour rendre le calque texte actif.
Dans cette leçon, on va apprendre à tracer des blocs texte, des blocs images et des blocs que j'appelle trames colorées. Donc, pour les textes, c'est l'outil T. Pour les images, tout comme en design ou en planification de mise en page, une image est représentée par un carré avec un X, donc c'est cette image-là. Et les trames de couleurs, donc sont celles-là. Notez que les boutons de la barre d'outils, lorsqu'ils ont une flèche en bas à droite, si je maintiens enfoncé, signifie que j'ai d'autres sous-outils. La même chose ici. Et la même chose pour les textes, par exemple. Voilà. Donc là, j'ai besoin d'un calque, pas d'un calque, j'ai besoin de l'outil texte. Je vais me positionner vraiment en haut à gauche. Et tout comme dans votre exercice, je vais tracer mon numéro, mon folio. Voilà. Voyez-vous, il y a un magnétisme cette fois-ci qui s'applique en ce moment quand je trace. Donc je prends la colonne 2, 3 et 4 et les rangées 1, 2, 3 pour tracer mon rectangle. Remarquez si je prends la flèche noire, donc l'outil de sélection, on voit bien mon carré qui s'étend ici. Donc au deuxième multiple d'interligne. Pour l'instant, je vais taper un chiffre, disons, non, une lettre, X, par exemple. Donc, je me soucie peu de la mise en forme pour l'instant, on verra ça plus tard. Par contre, j'aimerais ça le centrer, cet élément-là, je vais le centrer horizontalement. Donc, voyez-vous, dans le panneau de contrôle en haut, je vais aller chercher les caractéristiques ou les propriétés de paragraphe pour centrer horizontalement. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais centrer dans l'autre sens, comment on fait? Ça, c'est quelque chose que vous risquez d'oublier souvent. C'est les options de bloc de texte. Donc, ce n'est pas une propriété de texte, comme là, ici, je suis en mode texte. Il faut avoir l'outil flèche noire pour sélectionner le bloc. Une fois sélectionné, on fait le bouton droit, option de bloc de texte. Voilà, ici. Et il faut vraiment se rappeler où est-ce qu'ils sont ces paramètres-là. Donc, voyez-vous, on est capable de changer une marge intérieure, un nombre de colonnes et des gouttières à même le même bloc. Puis, ce que je cherche, justification verticale, donc ce qui veut dire alignement vertical, centré. On voit que ça fonctionne, il est aligné au centre. Et OK. Il me manquait un dernier élément pour l'entête, c'est le titre de chronique.
Donc des fois ça peut être, je sais pas moi, une entrevue ou conseil beauté ou techno geek, etc. Donc ici, je vais positionner mon titre. Oups. Tiens, je vais le dessiner un peu n'importe où. Non, ça fonctionne pas non plus. Bon. Ah voilà. Je trace. Titre de chronique. Donc ça va me faire penser que à le changer à chaque fois que je mets un article. Et là, on observe quelque chose d'intéressant. Le port de sortie rouge, ça veut dire qu'il y a du texte en excès. Donc, je vais dézoomer. Je fais CTRL espace Alt. Et je vais étirer le titre de chronique. Tiens, pour pas prendre de chance, titre de chronique. Voilà. Parfait. Ça, je vais le laisser juste sur la page impaire. Je vous ai préparé une petite version virtuelle de la revue L'Homme Urbain qu'on est en train de travailler. Regardez ici, j'ai ma page 1 qui est en haut à droite selon mon chemin de fer. Si je défile vers la gauche, on a notre sommaire en page 2, 3. Dans cette version de L'Homme Urbain, remarquez que les numéros de page sont en bas. C'est mieux dans une mise en page de les avoir en haut parce que l'œil regarde d'abord de haut en bas. Donc, je défile tranquillement. On a notre première page ou article, si on veut, qui est une entrevue. Le titre de chronique est entrevue. Un numéro de page en bas. Dans notre prochaine version, celle qu'on va faire ensemble, il sera en haut. Donc, qu'est-ce qui est commun dans mes articles? Si je vais voir le prochain article qui est art et spectacle, voyez-vous, j'ai une trame ici, j'ai un numéro aussi. Donc, un titre de chronique, un grand titre, etc. Donc, ce qu'il faut faire normalement au niveau des maquettes, c'est tout ce qui est similaire, on le prévoit dans la mise en page. Donc, dans cet exemple-là, bon, la photo de droite, voyez-vous, elle n'est pas là. Par contre, dans notre exercice, je vais quand même planifier le gabarit avec un espace réservé aux images. Voilà. Je vais terminer le visionnement et la 8e page est ici. Alors, selon la maquette de la revue qu'on vient de visualiser, on va commencer par les éléments qui sont plus d'arrière-plan. Donc, je vais positionner mon espace réservé aux images de la page droite, mais faites attention, encore une fois, on vérifie nos calques. Et là, c'est une image d'arrière-plan, je me positionne ici. L'outil pour tracer les zones de blocs d'image, c'est le X, ici. Et je vais tracer mon rectangle. Donc, oups, je l'ai rendu invisible, c'est pas ça que je voulais faire. Visible, déverrouillé, voilà. Excellent. Donc, puisqu'il s'agit d'une image d'arrière-plan qui touche à la limite du papier, il faudra tracer ce bloc-là dans le fond perdu. Comme vous avez vu déjà, l'imprimeur, lui, va couper notre image pour éviter de voir des filaments blancs ou des petits dépassements à cause que le papier est jamais stable dans une imprimante. Donc, voyez-vous ici, j'ai mon X qui est sur le bon calque et vous remarquez que je l'ai fait déborder à l'extérieur du papier, donc dans le fond perdu. Je vais même vérifier l'ajustement et voilà. Donc, mon espace réservé aux images est fait. Ça va. Oh, il a perdu son nom. Image d'arrière-plan. Et voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite, ma trame. Donc ça me prend un rectangle coloré. Je vais prendre ceci, le rectangle, l'outil rectangle. On n'a pas vu la couleur encore, mais disons, je vais en choisir une pour que ce soit plus agréable. Donc je dis la couleur de remplissage et non pas de contour. Donc de remplissage, je clique dessus. Je vais décider que c'est bleu. Donc je ne créerai pas de nuance pour rien. Puis, je vais le tracer. Oh, là j'ai un petit souci. Trame de fond, on déverrouille. Et je trace ici. Tiens, toujours dans le fond perdu puisque ça touche à la limite du papier. Donc je positionne ici sur ma 3e colonne. J'adapte ma trame, c'est très important, au fond perdu. Comme ça. Et voilà, j'ai ma trame d'arrière-plan. Ça va me prendre une autre trame de fond pour mettre derrière mon bloc texte. Donc là, ici, j'ai un bloc texte qu'on voit comme ça. Donc, je vais y faire une trame identique, c'est-à-dire d'un bleu.
ici. Voyez-vous, là, je suis pas correct. Là, j'ai mis exactement la même dimension que le bloc texte que j'avais dessiné au départ, sauf qu'un bloc texte est transparent. Donc, tout ce qui n'est pas écrit dans un bloc texte, la marge dans l'espacement en haut ou en bas, ça paraîtra pas à l'impression. Par contre, une couleur d'arrière-plan, si c'est limitrophe au papier, donc ça touche à la limite du papier, il va falloir le faire déborder dans le fond perdu, comme ceci. Qu'est-ce qui me manque? Ah oui. J'ai ma numérotation en haut à gauche, en haut à droite. J'ai ma trame en dessous de mon folio ou ma numérotation. Mon espace réservé aux images d'arrière-plan. La trame de droite. Il me manque un titre. Donc je veux un titre sur le côté ici. Je vais d'abord prendre l'outil texte puis tracer un bloc texte dans le fond perdu de n'importe quelle dimension. Je vais appeler ça sous-titre. Donc le sous-titre de l'article si on veut. Puis je vais le centrer horizontalement et centrer verticalement. Donc il faut que je sélectionne mon bloc et non pas le texte. Bouton droit, option de bloc de texte. Centrer OK. Mais je veux qu'on lise sur le côté. Le truc, c'est qu'il faut faire une rotation tout simplement. Donc je vais prendre en haut dans le panneau de contrôle, rotation, et je vais aller le positionner sur la limite du papier pour qu'il soit vraiment centré par rapport à la page. Vous pouvez toucher au fond perdu ou non, c'est pas important, c'est un bloc texte sans couleur d'arrière-plan. Voilà. Donc sous-titre. On s'occupera de la taille éventuellement. Là, bon, quoique, je pourrais augmenter tout de suite. Dans le texte, je vais augmenter la taille de la police. 60, c'est un peu beaucoup. 48. Bon, on changera ça plus tard, mais pour l'instant, voyez-vous, tout est positionné. Donc, si je verrouille ma trame de... Oups, voyez-vous l'erreur que je viens de faire? Alors, selon la maquette de la revue qu'on vient de visualiser,